Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 24 novembre 2023. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour, d'après l'évolution des résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée aujourd'hui vers 16h par la CENI, le candidat numéro 3 est toujours en tête de classement avec 59,52% des voix et on a obtenu les résultats de 91,32% des bureaux de vote avec un taux de participation de 45,44%. Reportage. Si après la tendance générale publiée par la CENI vers 16h aujourd'hui, sur les 27 375 bureaux de vote enregistrés, on a obtenu les résultats de 24 999, soit 91,32% des bureaux de vote. Pour Antananarivo, 6 781 parmi les 6 841 bureaux de vote ont été obtenus pour aujourd'hui. Pour Antiranan, 1983 des 1987. Pour Fianarantsoa, 4396 des 5210. Pour Madzang, 3490 des 3692. Pour Tuamasan, 3873 des 3882. Et pour Tuliar, 4476 des 5763. En ce qui concerne la tendance générale à travers l'île, 4 660 627 citoyens parmi les 10 256 335 ont voté. Le taux de participation est de 45,44%. Les suffrages exprimés ont été de 4 409 601, blancs 116 099, nuls 134 927. Si après le voix obtenu par chaque candidat numéro 1, 69 754, soit 1,58%. Candidat numéro 2, 82 343, 1,87%. Candidat numéro 3, 2 624 478, soit 59,52%. Candidat numéro 4, 69 229, soit 1,57%. Candidat numéro 5, 553 637, 12,56%. Candidat numéro 6, 27 238, 0,60%. Candidat numéro 7, 26 466, 0,60%. Candidat numéro 8, 55 120, soit 1,25%. Candidat numéro 9, 29 280, 0,66%. Candidat numéro 10, 238 232, soit 5,40%. Candidat numéro 11, 35 865, soit 0,81%. Candidat numéro 12, 12 960, 0,29%. Et le candidat numéro 13, 585 999, soit 13,29%. D'après cette tendance générale publiée vers 16h, le numéro 3 reste toujours en tête du classement avec 2 624 478, soit 59,52%. Pour rappel, la publication des résultats provisoires de la CENI est attendue demain, 25 novembre, à 10h. Poursuivons les actualités dans l'événement qui s'est produit à Douane-Manchesteys. C'était un événement d'acte de banditisme qui n'a rien à voir avec la politique, a déclaré aujourd'hui la gendarmerie nationale. Ces criminels ont également été impliqués dans d'autres attaques à main armée, selon toujours les informations, et ils utilisent des faux documents et des cachets, se faisant passer pour les missionnaires de la présidence ou du Bianco lors de l'attaque, afin de pouvoir accéder facilement au domicile de leurs victimes. En plus des 5 personnes décédées lors de la fusillade à Douane-Manchesteys le mardi 21 novembre dernier, 3 autres personnes ont été arrêtées et 5 autres personnes qui sont complices de ces criminels, notamment dans leurs précédents crimes. Reportage de Miarvoulat-Sferan et Braz d'Elilsan. La voiture interceptée à Douane-Manchesteys le mardi 21 novembre dernier était déjà recherchée par les forces de l'ordre depuis le 31 octobre. Ces criminels ont participé à plusieurs attaques à main armée dans la capitale et ses environs, comme celle qu'on peut visualiser à travers cette vidéo de surveillance à Anoussial. Ces criminels utilisent de faux documents et des cachets, se faisant passer pour les missionnaires de la présidence et du Bianco lors de l'attaque afin de pouvoir accéder facilement au domicile de leurs victimes. Lorsque les forces de l'ordre ont reçu des informations,
Elles ont procédé à l'arrestation de ces bandits qui ont riposté et une fusillade s'est ensuivie à l'issue de laquelle 3 d'entre eux se sont échappés tandis que 5 ont été abattus par les forces de sécurité. Ainsi, une attaque armée avortée a eu lieu mardi dernier à Douane Manchseiz, a confirmé la gendarmerie nationale. Cette attaque n'a pas de dessous politique, comme certains fauteurs de troubles tentent de semer actuellement. Et cela n'a rien à voir avec la présidente de l'Assemblée nationale. L'une des personnes arrêtées est un élément des forces de l'ordre et une autre personne a été déjà emprisonnée 5 ans à Tiafa. Ces 5 personnes faisaient également partie des personnes arrêtées qui se sont relevées être des complices de ces criminels lors des attaques qu'ils ont menées auparavant. Dans un tout autre sujet, le gouvernement se prépare déjà à faire face à la sécheresse et aux intempéries qui pourraient survenir au cours de l'année prochaine selon la CPGU. Une attention particulière sera apportée à l'amélioration de la planification, des capacités d'adaptation et notamment de la diffusion des stratégies efficaces dans toutes les régions de l'île. Les intempéries et la sécheresse devraient s'intensifier à partir de la fin de l'année selon toujours les prévisions de la météorologie. Les détails avec Saint-Sylvain, Andina Martina, Enzar, Radjiansu. Plusieurs régions du sud de l'île connaîtront la sécheresse à partir du mois de décembre jusqu'à février 2024, selon les prévisions de la météorologie, et la saison cyclonique aura lieu entre les mois de janvier et avril. Et selon toujours les prévisions, s'il y a 4 cyclones qui pourraient se former dans l'océan Indien, 2 pourraient toucher Madagascar. Ce sont tous des cas identifiés comme dangereux et le CPGU prend déjà des mesures et se prépare à y faire face. À quelques semaines d'un ou des éventuels cyclones et d'autres aléas qui peuvent toucher Madagascar, tous les acteurs dans la gestion des risques et des catastrophes renforcent leur préparation. La préparation basée sur le renforcement des capacités et de compétences des acteurs et des différents comités au niveau national jusqu'au niveau local. La mise à jour et l'élaboration de plans de contingence, les différents exercices pour avoir un certain niveau de préparation face à un choc, quel que soit le type d'aléa. La redynamisation des points focaux et le renforcement de leurs capacités en ce qui concerne la coordination des activités font également partie des préparations. La réunion de cette année entre tous les acteurs dans la gestion des risques et des catastrophes s'est terminée jeudi. Environ 100 agriculteurs issus de Sifoukountan de la municipalité d'Ankadkil-Ilaf dépenseront moins d'argent pour les engrais et les semences. En effet, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage leur a donné aujourd'hui des semences, des engrais et des vitamines. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Reportage de Rouds, Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Les agriculteurs se plaignent souvent du prix des semences et des engrais sur le marché. Le prix de l'engrais atteint jusqu'à 5 milliards le kilo et le kilo des semences à 4 milliards. À titre d'exemple, 10 arts de rizière nécessitent 6 à 7 kilos de semences, 5 kilos d'engrais et 5 kilos de vitamines, ce qui signifie qu'un agriculteur dépense environ 70 milliards pour cultiver 10 arts. Le gouvernement ne cesse de veiller à ce qui est bon pour le peuple. C'est pourquoi une centaine d'agriculteurs issus de la commune d'Ankadkil-Ilaf qui ont participé à la formation dispensée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont reçu 75 kilos d'engrais, 15 kilos de vitamines et 9 kilos de semences. Selon les informations, des agriculteurs issus de 9 communes du district d'Avaradjan bénéficieront de cette subvention. 70% des femmes journalistes ont subi au moins une fois des violences sexistes dans le cadre de leur activité en tant que journaliste. Ainsi, l'UNESCO présentera le projet MIND sur les violences basées sur le genre mis en œuvre par le studio CIFEC, un projet déjà établi par les Nations Unies en 2019. Reportage de Fanji Seningray. La violence liée au genre à laquelle les femmes journalistes sont exposées comprend la stigmatisation, les discours de haine sexiste, le trolling, les agressions physiques, le viol, voire le meurtre. En effet, 70% des femmes ont subi au moins une fois des violences sexistes dans le cadre de l'accomplissement de leur travail en tant que journaliste, selon les informations. L'auteur de cette violence était un superviseur dans 59% des cas et un collègue dans 19% des cas.
L'essor de l'Internet a également aggravé la montée des attaques en ligne contre les femmes journalistes. En effet, selon les informations fournies auprès de l'UNESCO, 39% des femmes journalistes ont déclaré avoir été déjà menacées, harcelées ou attaquées au moins une fois sur les réseaux sociaux. Cette situation a même obligé certaines femmes journalistes à éviter d'écrire certains articles ou réaliser certains reportages ou à quitter la profession, notamment 27% d'entre elles. Plus de 23% des femmes ont observé des répercussions négatives sur leur avancement professionnel. Cette situation risque toutefois de traduire un média moins diversifié et moins représentatif de la société. Raison de ce projet Mind pour le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre et sur les femmes journalistes, réalisé par l'UNESCO en collaboration avec le studio CIFEC, établi par les Nations Unies en 2019. La mise en œuvre de ce projet entre également dans le cadre de l'événement 16 jours d'activisme qui débutera demain 25 novembre. Concernant les actualités sportives, l'équipe de COSPN s'est qualifiée pour la demi-finale de la division Est. Ensuite, à ses 2 victoires, l'une contre le JBC Zimbabwe et l'autre contre l'équipe du Mozambique, dans le cadre de la qualification pour le Road to Bâle 2024 qui se déroule en Afrique du Sud. Le COSPN est deuxième de son groupe B actuellement et demain, lors de la demi-finale, les joueurs du COSPN affronteront l'équipe du Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud. Anna Martina et Antar Hazanarve nous en disent plus. Le COSPN se rapproche de la qualification. En effet, le COSPN a décroché 2 victoires d'affilée en 3 matchs. Le représentant malagasy à la Road to Bâle Africa League a validé son ticket pour accéder à la demi-finale de l'élite 16, division Est, qui se déroule en Afrique du Sud. Lors du 3e match, le club omnisport de la police nationale a battu le JBC du Zimbabwe sur le score de 78-73. Il s'agissait de leur 2e victoire à l'Ellis Park Arena de Johannesburg en Afrique du Sud. Le match a été très disputé du fait que les 2 équipes se sont séparées à 24 points partout lors du premier quart-temps. Le COSPN et le JBC ont marqué tour à tour durant le 2e quart-temps. Au retour des vestiaires, le COSPN a misé sur sa rapidité, ce qui lui a permis de marquer 20 points contre 13 pour la JBC. Les 2 équipes se sont séparées sur le score de 78-73 à la fin du match, victoire pour le COSPN. Bon, c'est une vraie victoire aujourd'hui. On a dépensé beaucoup d'énergie hier pour aller chercher la première victoire. Aujourd'hui, on était le premier match. On a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match et on avait une équipe de JBC vraiment très athlétique qui courait beaucoup. Mais les garçons n'ont rien lâché, on n'a rien lâché, on a voulu aller au bout et on obtient notre 2e victoire. C'est juste fantastique pour un club comme le nôtre, avec tous les sacrifices qu'on a fait, tout le staff qui est derrière nous, que ce soit le président, que ce soit la police qui nous encourage, que ce soit nos staffs, on a fait vraiment un gros boulot. Merci à tous, merci à Madagascar d'être derrière nous, parce que jusqu'en Afrique du Sud, ils sont là avec les drapeaux et c'est juste fantastique d'aller à la demi-finale et on ne va pas s'arrêter en demi-finale, on vous le promet. Ainsi, le COSPN termine 2e avec 5 points au compteur dans le groupe B et les City Oilers occupent la tête du groupe. Demain, le COSPN affrontera les Sud-Africains des Cape Town Tigers en demi-finale. En cas de victoire, les Malagas seront qualifiés directement pour la phase finale de la balle qui se déroulera au Rwanda. Sinon, ils joueront le match pour la 3e place. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi matin et suivie par la libération de 13 otages dans l'après-midi, premier signe de répit après des semaines de guerre. Le point avec France 24. Le 7 octobre, le Hamas mène des attaques sanglantes sur le territoire israélien. 1200 personnes perdent la vie et des centaines sont kidnappées. Depuis, les familles des otages manifestent régulièrement pour faire pression sur le gouvernement israélien afin qu'il fasse son possible pour leur libération. Elles ont même effectué symboliquement une marche de 5 jours entre Tel Aviv et Jérusalem. Je demande à tous les ministres de notre pays, j'exige que vous veniez
Nous allons à Jérusalem, mais vous allez venir pour nous parler, car nous voulons des réponses. Plusieurs preuves de vie des otages ont été diffusées par le Hamas depuis le 7 octobre. Ici, une franco-israélienne mi-Hachem est en train d'être soignée. En un mois et demi, le Hamas a libéré 4 otages, une américaine et sa fille le 20 octobre et 2 israéliennes 3 jours plus tard. Ces libérations sont permises grâce à des accords conclus avec le Qatar et l'Égypte pour des raisons humanitaires. Une autre otage, une soldate israélienne, sera ensuite libérée par l'armée. Les forces israéliennes, elles, bombardent Gaza sans relâche, puis s'engagent dans une opération terrestre à partir du 26 octobre. Elles annoncent alors avoir retrouvé les corps de 2 otages, celui d'une soldate de 19 ans, Noa Marciano, et le cadavre de Yehudit Weiss, une ancienne infirmière de 65 ans. Depuis le début de la guerre, le Hamas affirme que les bombardements israéliens ont tué plusieurs otages, sans pour autant fournir de preuves. Ensuite, en Irlande, des émeutes ont éclaté jeudi soir dans le centre de Dublin à la suite d'une attaque au couteau survenue plus tôt dans la capitale irlandaise, faisant 5 blessés, dont 3 jeunes enfants. Un suspect a été arrêté et la police a écarté tout motif de terroriste. France 24. Un bus en flammes, des magasins pillés. Hier soir, le centre de Dublin a été le théâtre de scènes de chaos. En fin d'après-midi, des centaines de personnes descendent dans la rue pour participer à une manifestation qui tourne vite à l'émeute. Drapeaux irlandais et symboles identitaires sont brandis dans ce quartier où vit notamment une population immigrée. Il s'agit d'une faction de hooligans complètement dingue, animée par une idéologie d'extrême droite. À cela s'ajoute une tendance au trouble et à la violence. Nous mobilisons à présent les ressources nécessaires pour y faire face. Des incidents sans précédent depuis des décennies en Irlande, déclenchés sur fond de rumeurs sur l'origine de l'auteur d'une attaque au couteau survenue non loin quelques heures plus tôt. En début d'après-midi, près d'une école, une adulte et 3 jeunes enfants ont été blessés, 2 d'entre eux, dont une fillette, sérieusement. J'ai vu de l'autre côté de la route un homme en train de s'attaquer à des enfants. C'était horrible. Il criait, c'était le chaos. L'auteur de l'attaque a été rapidement maîtrisé par des passants. La police indique qu'il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années sans plus de détails. Si ses motivations restent pour l'heure inconnues, les enquêteurs n'excluent aucune piste. Et pour clôturer cette édition, plus d'1 million de personnes sont mortes de la tuberculose l'année dernière, maladie infectieuse qui touche le plus souvent les poumons. La deuxième maladie transmissible la plus mortelle au monde après le Covid-19. D'après l'OMS, le Mozambique a enregistré environ 120 000 infections l'année dernière. Là-bas, un programme utilisant l'intelligence artificielle a fait naître l'espoir que la nouvelle technologie puisse aider à éradiquer la maladie. France 24. Une image insolite dans la cour d'une prison de sécurité maximale de Maputo. Un détenu attend patiemment, le torse face à une large tablette blanche. Derrière lui, un infirmier utilise une machine portable à rayon X reliée à un programme d'intelligence artificielle. Un nouveau dispositif salué comme une avancée dans la lutte contre la tuberculose. L'IA permet de lire précisément et instantanément la radio sans faire appel à l'expertise d'un médecin. En général, les patients atteints de tuberculose sont traités au cours de la première phase. Et s'ils sont contagieux, ils sont envoyés en quarantaine à l'infirmerie de la tuberculose pendant 2 mois. Et avant la fin de la première phase, ils sont soumis à un contrôle de la bacilloscopie afin de décider si le patient peut passer à la deuxième phase ou non. Au pénitencier provincial de Maputo, les détenus dont le test est positif sont placés en quarantaine dans cette pièce. Comme Kenneth Fortune, il suit désormais un traitement qui peut prendre des mois. Ce n'est pas facile de voir ses amis jouer là-bas, marcher là-bas. Mais il faut accepter que je suis malade. Je suis malade, je ne fais que survivre. Et à un moment, le temps viendra. Et moi aussi, je partirai. Les prisons surpeuplées sont un foyer de tuberculose, la deuxième maladie la plus meurtrière au monde, après le Covid.
une maladie causée par une bactérie qui affecte le plus souvent les poumons. Le Mozambique a enregistré environ 120 000 infections l'année dernière. On espère désormais que cette nouvelle technologie contribuera à éradiquer la maladie. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adjiamalal. Nous vous souhaitons déjà de passer un très bon week-end. Excellente soirée sur Viva. Au revoir.